Les qualifications à travers l'histoire, celle-là de mémoire, parce que vous savez, hein, j'aime pas trop, je m'aime pas trop. Mais celle-là, je crois que j'en ai pas de mauvais souvenirs, donc ça peut être pas mal pour commencer. Vidéo est sponsorisée. Non, je déconne. Les... J'aime beaucoup cette blague. Je l'avais oublié. Je l'avais oublié. Mais au fil des années, les qualifications ont connu différents formats, et je voulais aujourd'hui défier les volontés divines de la FIA en rappelant l'existence de leur pire idée jamais instaurée pour cette session afin de faire un titre putaclic, mais vu que j'avais pas assez à dire dessus, j'ai dû étendre le sujet. Attendez. Ok, ok. C'était avec l'annonce du format sprint que j'ai fait ça. Ça y est, je comprends. J'étais en train de parler des pires idées, ils étaient en train de parler des formats sprint, des grilles inversées, tout ça, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc avant d'initier les nuls, avant d'aider les nouveaux à comprendre le fonctionnement des qualifs, je propose de revoir les... C'était avant que ton coiffeur aille en prison. Alors, c'est entre le moment où il est allé en prison et le moment où il t'emmerde. Faut vraiment que je prenne rendez-vous, hein, je sais, c'est n'importe quoi, mais bon. Pour inculquer ce savoir aux plus ignares d'entre vous. Enfin, pardon, je voulais dire aux moins initiés d'entre vous. Il y a des gens qui prennent ça Des premier débuts degré, du hein, les championnat blagues où en j'insulte les 1950 fans. jusqu'à 1995, on se posait pas trop de questions. De ce côté-là, c'était plutôt simple à comprendre. Il y avait 2 sessions de 1 heure, une le vendredi et une le samedi. Et c'était les temps les plus rapides parmi ces 2 sessions qui déterminaient l'ordre de la grille de départ. Les pilotes avaient alors un total de 12 tours dans chaque session pour enregistrer leur temps. Il y a eu quelques micro-changements en fonction des époques, comme l'introduction d'un pneu réservé uniquement à la qualification, mais aucun changement dramatique au niveau du fonctionnement de la session. Et c'est fin 95 qu'on décide d'évoluer vers un nouveau format. Désormais, une seule séance servira à la qualification le samedi après-midi. Les pilotes ont 1 heure et un maximum de 12 tours pour enregistrer un temps avec l'ajout d'une nouvelle règle, la règle des 107%. C'est-à-dire, à la fin de la séance, on prend le temps le plus rapide et on y ajoute 7%, et tout pilote ayant été plus lent que ce temps théorique n'aura pas le droit de participer à la course. Le but étant de pénaliser les pilotes et les voitures les plus lents pour des raisons aussi bien sportives que sécuritaires, afin d'éviter d'avoir des chicanes mobiles, donc des pilotes tellement lents qu'ils en deviennent un danger pour les autres. Cependant, nul chômage technique le vendredi, avec l'ajout de 2 séances d'essais dites essais libres de 1 heure chacune, dans lesquelles les pilotes auront aussi le droit à un total de 30 tours maximum, ce qui finira par changer avec le temps. Le samedi matin, une 3e séance d'essais libres de 45 minutes est ajoutée juste avant la qualification. Mais avec la diffusion... Quel était pour moi le pire format qualification? Pour moi, c'est celui en un tour. Pas parce que j'aime pas les pilotes, le truc en un tour, au contraire, j'adore ça. C'est juste que les formats étaient ultra mauvais. Parce qu'il y a un problème avec ce format. En effet, une piste de Formule 1 s'améliorant au fil des passages des voitures, qui déposent des bouts de gomme sur la piste, personne ne voulait vraiment s'aventurer en premier et faire le sale travail pour les autres, ce qui faisait qu'il y avait une bonne demi-heure de la session qui était vide d'intérêt. Donc c'était On chiant, révolutionne alors le système de A à Z en 2003. La F1 devant incarner la vitesse, la précision et la perfection, on décide de donner aux pilotes 3 tours pour les qualifications. Alors 3 tours, c'est 1 tour de sortie, 1 tour chronométré et 1 tour d'entrée au stand. Donc c'était juste un moyen pour me la péter de dire qu'ils ont qu'un seul tour. La qualif était alors de nouveau divisée en 2. Une première session avait lieu le vendredi, qui reprenait l'ordre du championnat des pilotes, ces derniers s'élançant chacun à leur tour, et leur chronomètre enregistré servait à établir l'ordre de la grille de départ de la séance de qualification du samedi. Tu fais une qualif pour déterminer l'ordre de départ de la qualif, ouais. Rien que ça, si tu veux, déjà, c'est pas ouf. Le pilote le plus lent en premier et le plus rapide en dernier,
afin que ce dernier bénéficie des meilleures conditions de piste. Ce format permettait d'assurer d'avoir des pilotes en piste pendant l'entièreté de la session, et donc de la diffusion télévisuelle, tout en donnant un temps d'antenne équitable à chaque pilote et chaque équipe, donc aux sponsors aussi, le tout en pimentant la session d'imprévisibilité, en forçant les pilotes à rouler avec l'essence qu'ils auront pour le départ de la course, puisque je rappelle que les ravitaillements en essence étaient autorisés à l'époque. Mais aussi la pimenter à cause des conditions météo changeantes. Parce que si la piste était sèche en début de session et qu'il se mettait à pleuvoir, les derniers à partir dans la session, donc théoriquement les gros bras, ils allaient se retrouver dans les pires positions pour la course. Quelque chose qu'on aime toujours voir. En 2004, les sessions se tiennent le samedi, plutôt que réparties sur 2 jours, et l'ordre de la première séance est déterminé en fonction des résultats de la course précédente, plutôt que du classement au championnat. Mais ce format présente toujours quelques faiblesses et inégalités, et il est de nouveau revu en 2005. Revu pour le pire, car ce nouveau format est vivement critiqué. On garde les 2 séances en un tour, mais on additionne les 2 temps de chaque session. Cette idée est introduite en réponse à la séance de Silverstone 2004, l'année d'avant donc, où Monsieur Michael Schumacher avait volontairement raté son temps du matin pour être sûr de partir en premier l'après-midi, puisque la pluie était prévue pour la séance qualificative qu'allait établir l'ordre de la course. Mais ce nouveau format en 2005 est autant détesté des fans que des... Alors, en 2005, je crois que le format a changé pendant la saison. Je m'en rappelle plus. En fait, j'ai passé beaucoup de temps sur les qualifications à travers justement les origines, tu vois. J'ai beaucoup gratté, j'ai beaucoup recherché tout ça pour au final me dire, mais en fait, y a rien d'intéressant à dire dessus parce que avant on tirait les grilles au hasard. Des fois c'était dans l'ordre d'inscription et puis ensuite ils ont commencé à mettre les séances d'essai, tout ça, enfin voilà. Et c'est resté, parce que c'était le meilleur compromis. Et au final, ça m'a saoulé, parce que je connaissais à peu près de tête la suite, tu vois, donc je l'ai juste écrit comme ça, en voulant me remettre 2-3 trucs en tête, et au final, j'étais un petit peu en surface sur tous ces détails. Après, c'est pas non plus catastrophique, hein. C'est pas que c'est chiant, c'est intéressant de savoir, mais... c'est n'importe quoi, c'est tellement n'importe quoi et compliqué à comprendre et à expliquer que... ouais, ça valait pas le coup de... Déjà, je trouve que c'est trop long pour ce que ça vaut. Et oui, maintenant, quand vous mettez des emotes, ça apparaît sur le chat. Et il est abandonné au bout de 6 courses pour un format simplifié en un seul tour. L'ordre est déterminé en fonction des résultats de la course précédente, du dernier au premier, et les pilotes partent de nouveau avec leur quantité d'essence pour la course. Avec la nouvelle interdiction des changements de pneus pendant la course, les pilotes doivent prendre le départ avec les gommes utilisées pour la qualif, mais tout ça sera oublié l'année suivante, parce que les pneus qui font qu'une seule course, c'était une mauvaise idée. Mais aussi car, pour tout autant qu'on puisse adorer le concept de ne laisser qu'une seule chance aux pilotes de faire leur tour rapide, l'application de ce système est bien plus compliquée qu'il n'y paraît et elle est abandonnée en 2006 pour un nouveau format révolutionnaire, divisé en 3 parties, Q1, Q2 et Q3, c'est-à-dire le truc qui ressemble à ce qu'on a aujourd'hui. En Q1, les 22 pilotes ont 15 minutes pour enregistrer un temps. Les 6 plus lents sont éliminés et verrouillent les positions de la 17e à la 22e place. Idem en Q2, où les 16 pilotes restants ont 15 minutes et verrouillent les positions 11 à 16. Et enfin, les 10 pilotes restants ont 20 minutes pour faire leur temps au tour et définir l'ordre définitif de la grille. Cependant, ils n'auront pas le droit de ravitailler avant la course et ils devront prendre la séance avec la quantité de carburant qu'ils voudront avoir au départ. Et pour s'assurer que les voitures roulent et n'attendent pas la dernière minute pour économiser de l'essence, on est obligé de déclarer à la FIA la quantité d'essence prévue pour la course, la mettre dans le réservoir en fin de séance, et la FIA demandera à chaque équipe de remettre l'essence gaspillée pendant la séance. C'est n'importe quoi! La Q3, c'est pendant 80% de la session, des pilotes qui tournent uniquement pour brûler de l'essence, puis rentrent au stand mettre des pneus neufs pour avoir enfin le vrai tour de qualif à la toute fin de la session. C'est palpitant. En courte saison, on a juste quelques détails, ce qui permet d'éradiquer une anomalie dans ce système. Mince, j'ai marqué 1e au lieu de premier. Alors ça,
Faut savoir que la Q3, c'est probablement la partie qui a le plus changé dans le format comme ça. Cependant, ils n'auront pas le droit de ravitailler avant la course et ils devront prendre la séance avec la quantité de carburant qu'ils voudront avoir au départ. Et pour s'assurer... Alors, ouais, j'aurais peut-être pu ajouter une petite blague pour vraiment insister dessus. C'est-à-dire que Q1, Q2, tu roules à vide. Comme on fait maintenant, hein, c'est-à-dire tu mets de l'essence pour 3 tours, tu sors, tu fais chauffer tes pneus, t'attaques, tu rentres. Et tu recommences. À peu près, hein, des fois ils font plusieurs tours, mais bon, t'as compris l'idée. Le truc, c'est que pour la Q3, ils ont dit, on va ajouter une dimension stratégique à la Q3 en obligeant les pilotes à prendre en compte la stratégie de course. C'est-à-dire que si tu veux faire 15 tours pour ton premier relais en course, t'es obligé qu'à la fin de la Q3, d'avoir, faut que t'aies tes 15 tours d'essence. Donc, c'est-à-dire que pendant la qualif, les gars, ils brûlaient autant d'essence qu'ils pouvaient. Parce qu'ils commencent la Q3 avec, par exemple, c'est 24 tours d'essence. Ils roulent, ils passent leur temps à rouler. Et en toute fin de qualif, ils rentraient tous au stand mettre des pneus neufs. C'est ça notamment qui a tué un peu Hamilton lors de Budapest 2007, où Alonso a pas entendu qu'il devait arrêter de bloquer Hamilton. Et bref. Et en fait, au final, tout le monde, le seul moment de la Q3 qui valait la peine, c'était les 2 dernières minutes. En courte saison, on a juste quelques détails, ce qui permet d'éradiquer une anomalie dans ce système, qui était que la session s'interrompait immédiatement dès que le chrono tombait à 0. C'est-à-dire que les pilotes qui enregistraient un chrono, ils l'avaient dans l'os. Donc à présent, on laisse les pilotes... Par exemple, aujourd'hui, quand tu franchis la ligne et qu'il reste 1 seconde, tu peux finir ton tour. Techniquement, tu as 2 minutes 50, quelque chose comme ça, pour faire ton tour. Voilà. Bref. Mais à l'époque, si tu franchis le truc et qu'il reste 1 minute 30 et que tu fais un temps en 1 minute 30 secondes et 1 dixième, ton temps comptera pas parce que il fallait que tu fasses moins d'1 minute 30. Le chrono s'est arrêté. Dès l'instant que le chrono s'arrêtait, c'était fini. Ce qui était un peu n'importe quoi. Terminer leur tour après le drapeau à damier, évidemment, ils n'ont pas le droit d'en démarrer un nouveau juste après. Est aussi introduite la règle du parc fermé. Après la séance, les voitures ne retournent pas au garage, mais sont entreposées au parc fermé sous la surveillance de la FIA, de sorte à ce que aucun changement ne soit fait sur les voitures sans leur autorisation préalable, sous peine de recevoir une sanction sur la grille. Alors, le parc fermé s'est introduit, je crois, en 2004 ou 2005, si je dis pas de conneries. J'aurais dû le placer avant ce détail du parc fermé, mais bon, c'est surtout devenu utile avec l'ère des Q1, Q2, Q3. En 2008, les équipes n'ont plus le droit d'ajouter de l'essence à l'issue de la Q3, impliquant que les pilotes n'ont plus à rouler pour brûler de l'essence pour rien. Cependant, cela nuit à l'intérêt de la séance puisque ça ajoute un aspect stratégique supplémentaire à la course, ce qui amenuise l'importance de la pole position. Parce que quelqu'un qui part 9ème avec beaucoup d'essence a autant, sinon plus de chances de gagner que le poleman qui part avec peu d'essence. Mais la question ne se pose plus en 2010 avec le bannissement des ravitaillements pendant les Grands Prix et les pilotes pouvaient de nouveau s'en donner à cœur. Juste pour finir, c'était n'importe quoi d'introduire la règle des de la quantité d'essence pendant la qualif. Je comprends l'idée, mais ça servait à rien, je trouve. Marche pas sur le clavier. Hein. Ah, je suis en train de bouffer, c'est pour ça. Non, mais non. Tiens, je te donne une gratouille, toi. Viens ici. C'est pour les subs. Ouais. Alors, là, il me fait un peu peur parce que, regardez, il est un peu en train de perdre des poils ici au niveau du bidou. Je crois qu'il se lèche trop.
Mais étant donné qu'avec chaque bonne idée de la FIA en vient une autre qui vient tout gâcher, il est décidé que désormais, pour désavantager les pilotes passés en Q3 face aux autres, ils devront démarrer la course avec les pneus qui leur a servi à faire leur meilleur temps en Q3. En conséquence, on assiste à des séances où seuls quelques pilotes enregistrent un tour, tandis que les autres ne roulent pas du tout pour économiser des trains de pneus et avoir l'avantage de partir en gomme fraîche. En 2011, grâce à l'écurie HRT, C'est n'importe quoi. J'ai toujours détesté cette règle. Je l'ai toujours détestée. Et pareil, quand c'est passé avec la règle des pneus de Q2, hein, j'ai toujours trouvé ça débile. on réinstaure la règle des 107% en Q1 parce qu'il n'y a que leurs 2 pilotes qui échoueront à se qualifier en Australie en 2011 et en 2012, mais ça c'était juste pour l'anecdote. Le problème des grévistes de la Q3, quant à lui, n'est résolu qu'en 2014. La séance est allongée de 2 minutes, passant de 12 au détriment des 20 minutes de la Q1 qui passe à atrocement 18. chiant les Q3 à l'époque. Les pilotes passant en Q3 se voient offrir un train de pneus supplémentaire, et à présent, ils pourront prendre part à la course avec leurs pneus utilisés en Q2 pour inciter à tout donner en Q3. Et comme je le disais plus tôt, quand la FIA arrive à un format satisfaisant, il faut trouver quelque chose pour le ruiner. Alors que tout le monde est satisfait du système en place, enfin, que personne s'en plaint, quoi. Oui, non mais... je suis fier de ma formulation. Alors que tout le monde est très content de ce qui se passe, la FIA se dit « Tiens, si on niquait tout !» C'est à peu près ce qui se passe depuis pas mal d'années. Hein, le format sprint, c'est à toi que je parle. En 2016, on ajoute un système d'élimination, parce que ça fait du spectacle. À la fin de chaque session, à présent, un compteur de 90 secondes se déclenchera, et le pilote qui sera dernier à la fin de ce compte à rebours sera éliminé. Ainsi, la Q1 dure 7 minutes, et à partir de là, le compte à rebours commence. En Q2, 6 minutes avant le compte à rebours, et 5 minutes en Q3. Malgré l'insistance des équipes, des pilotes et des fans pour retirer le statut d'être humain aux responsables de cette idée afin de pouvoir légalement lui faire subir toutes les erreurs possibles, la FIA insiste pour qu'on essaye ce système. Suite à la première séance de ce format à Melbourne en 2016, la FIA constate que cette application se traduit par le fait que chaque pilote fait son tour chronométré en début de séance et ensuite tout le monde reste au stand, laissant les spectateurs contempler une piste vide pendant 10 minutes. Il est super ce spectacle. Suite à cette atrocité, la FIA veut revenir en arrière, mais c'était tellement nul! Ah, c'était tellement nul ce format! C'était tellement nul! Regarde, il reste 4 minutes! Vettel est sorti! Tu le vois là! T'as Raikkonen qui est au stand et qui va être éliminé dans 1 minute! C'était nul! Bordel! stand, laissant les Attends. Bordel? Attends, ça n'a rien à voir, là, je suis en train de capter un truc. Mince. Ah, génial. On va vite aller dans saison 2016. Alors, ça me surprendrait pas, parce que, voilà, mais quand même, faut que je le voie de mes propres... Regardez-moi ça. Max Verstappen, 5e dans la Toro Rosso. Après, il y a Carlos Sainz, hein, qui est 7e aussi. Mais oui, c'est vrai que les Red Bull avaient super mal commencé la saison. Il y avait une histoire de retard ou je sais plus quoi. Enfin, c'était quand même abyssal. Ou à moins qu'ils soient plantés en qualif. Je sais que début 2016, Toro Rosso et Red Bull étaient pas si loin. Et c'est vraiment en Chine que ça a commencé un peu à décoller, quoi. Spectateurs contemplaient une piste vide pendant 10 minutes. Il est super ce spectacle. Suite à cette atrocité, la FIA veut revenir en arrière, mais se heurte au refus de gouvernants de la F1. Après le Grand Prix de Bahreïn, il propose un nouveau système qui cette fois-ci se fait incendier par les équipes puisqu'il voudrait retenir les 2 meilleurs temps enregistrés en Q1, Q2 et Q3 pour établir l'ordre de la grille. Et à quelques jours du Grand Prix de Chine, on parvient enfin à revenir en arrière pour conserver le système déjà en place et que nous connaissons encore aujourd'hui.
Alors, ouais. C'était... en plus, bah du coup, tu vois, genre quelques semaines après, ça a dû être un truc comme ça après la sortie de cette vidéo, ils ont enlevé... Ou non, c'est en 2022. 2022, on a enlevé le truc du pneu de la qualif qui détermine la grille de départ pour les pilotes qui passent en Q3. Si je me trompe pas. Parce que j'ai encore des souvenirs du Grand Prix du Portugal, je crois, où les Mercedes se qualifient en médium. Enfin, autre commentaire, qui a rien à voir. J'aime beaucoup ce setup vidéo. J'aurais aimé le conserver. Parce que tout simplement, l'arrière-plan est très loin. Donc ça donne une bonne profondeur de champ, tout ça. Mais deux problèmes. C'est que ça prend beaucoup de place. Enfin, faut vraiment bien tout décorer, le mur, derrière, parce que c'est une plus grande surface. Et ensuite, euh, bah c'est simple, je casse les trois quarts de de mon intérieur si je fais ça, parce que ça veut dire que je condamne toute une section uniquement au tournage des vidéos YouTube, ce qui est un peu chiant et regrettable. Euh, ouais. Je l'avais pas encore le Bottas, je crois, à cette époque. Je l'avais pas encore. Je l'ai acheté pendant la saison, je crois, le Bottas en carton. Puisque là, c'est février 2021, donc je l'ai acheté plus tard dans la saison, je crois, le Bottas en carton. Et, euh, et puis bah là, le mur, c'est celui où je tournais, où j'ai tourné après, là, pendant plusieurs années. Et là, maintenant, bah, j'ai juste changé de mur. Voilà. Euh, parce que après, je vais continuer un peu à changer. Je vais essayer de retrouver un peu cette profondeur de champ, mais c'est un peu compliqué avec le matos que j'ai. Parce que là, j'ai ma caméra, elle est loin. Elle est très très loin. Et pour te montrer, et je suis pas en plan très large, quoi. C'est-à-dire que si je veux plus de flou, il va y avoir des gros plans comme ça sur ma gueule et j'ai pas envie. Parce que c'est désagréable, c'est pas esthétique. Mais bon, il est là le bobo. Il est juste là. J'ai réussi à le replacer. C'est et il est là aussi, hein, avec son joli petit fiac. Et là, ouais, ça c'est un petit Easter egg, ça. Parce que YouTube, il t'envoie, enfin, je sais pas s'ils le font toujours, mais il t'envoie des mails quand tu atteins un certain nombre d'abonnés, tout ça. Donc tu vois, tac, succès critique, bravo, 10 000 abonnés, tout ça. Et juste en dessous, vous verrez peut-être pas, euh, bonjour, Blablaïf. C'était la vieille époque, hein. Un titulaire des droits d'auteur a revendiqué du contenu. Et ensuite, il y a que des trucs comme ça, des captures de vidéos bloquées, tout ça que j'ai mis. Mais il faudra que je le réimprime à l'occasion, parce que j'ai eu un des trucs les plus... Ah non, non, faut que je vous le montre, sinon vous allez pas me croire. Oh là là. Bon, on va faire une capture d'écran, je vais vous montrer. Franchement, vous avez... C'est... Ouais, obligé, je vous le montre, parce que sinon, on va me traiter de mytho et tout. J'ai eu un des mails les plus incroyables que j'ai jamais reçus de YouTube. Je suis persuadé qu'il y a plein de monde qui ne l'ont jamais eu. Et alors, je flexe pas, hein, je flexe pas. J'explique. Hop, on va faire... Hop là. Regardez. Est-ce que vous le voyez là? Réclamation pour atteinte au droit d'auteur retirée. Wouhou! La vidéo va pouvoir me rapporter mes 7 euros. Ils ont retiré une réclamation parce qu'ils avaient réclamé un truc alors que j'avais les droits. Ouais. Ouais. Parce que, vous savez,
les vidéos médias des équipes de F1. Je vais vous montrer. Là, à l'intersaison, alors j'avais jamais vu ça. La FOM a donné des prises de vue de la FOM aux équipes pour leur service presse. D'habitude, les équipes se filment elles-mêmes, hein, elles ont leurs propres équipes, tout ça. Mais là, on avait des vraies vidéos des caméras de la FOM. Enfin bon, en gros, voilà, c'est des prises de vue. Par exemple, j'ai trouvé au moins celle de Steak. Voilà, c'est les caméras de la FOM, ça. Et c'est pas des images vous voyez, il n'y a pas de tour, il n'y a pas de chrono, de logo FOM ou quoi. C'est les vidéos brutes, tu vois. Et je m'en sers, tu vois, pour illustrer dans les débriefs. Je vais baisser le son peut-être. Je m'en sers pour les débriefs parce que voilà, pour illustrer, c'est fait pour ça. Et en fait, forcément, vu que c'est les mêmes caméras, il y a des similitudes extrêmes entre ce qu'ils peuvent passer sur leur chaîne YouTube, tout ça. Donc j'ai eu une réclamation à cause de ça. Et je me dis, la FOM sert à rien de contester. J'avais essayé une fois, ils en ont rien à faire. Et je l'ai fait quand même. Et quelques heures après, ça a pris des jours, non? Quelques heures après, plainte retirée. Oh, incroyable.